Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager quelques slides et je laisse évidemment mes collègues dire si elles ne défilent pas bien. Merci beaucoup pour cette invitation à contribuer à ces réflexions et je pense que je vais être assez complémentaire à ce qui vient d'être discuté parce que je vais amener la dimension alors ici des dispositifs participatifs en regardant ce qui est existant actuellement et partir sur une perspective belge, mais je pense que la perspective européenne sera aussi évoquée par d'autres intervenants dans la foulée. La contribution est assez modeste, mais c'est de partir de quelques idées qu'on trouve dans les dispositifs qui existent pour l'instant en Belgique et de s'interroger de quelle était la place qui était donnée aux citoyens européens, en tout cas aux citoyens non belges. Et pour ce faire, je commence par un dispositif qui était schématisé comme ceci par un de ses concepteurs, David Van Reybrouck, donc le G1000. Et derrière cette image un peu brusque, d'une certaine façon, se posera la question de savoir où on va placer non seulement les citoyens, évidemment, mais surtout les citoyens européens non belges. Pour rappeler une idée de ce dont je parle, ce sont des dispositifs de cette ampleur-ci, de cette sorte-ci, où les citoyens vont délibérer vont autour de tables rondes, généralement, donc véritablement une sorte un peu de mariage, mais au lieu de connaître les personnes autour de la table, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Et là-dedans, la question qui se pose, quelle est la place laissée à des citoyens qui sont non nationaux et donc non belges dans le cas qui m'occupe ici. Premier exemple, qui n'est pas un exemple justement institutionnalisé, je vais y arriver dans quelques instants, c'est l'exemple du GMI. On est déjà maintenant il y a presque 10 ans. Et je ne vais pas être très long par rapport à ça, puisque j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont au courant. Et de toute manière, le propos n'est pas de revenir sur l'événement, mais c'est un événement qui nous permet de réfléchir, parce qu'il y avait une première phase qui était une consultation publique en ligne. Et c'est l'avantage du en ligne et c'est le désavantage aussi, c'est que tout le monde peut y venir. Et on sait évidemment que tout le monde ne peut pas y venir, mais ça veut dire que dans tout le monde qui peut y venir, en ce compris des personnes dont la nationalité ne serait pas belge. Et donc là, on voit que dans un dispositif de consultation publique, il y a une très grande ouverture. La question qui se pose ensuite, c'est lorsqu'on veut faire venir des personnes, le GMI a mis en place différents dispositifs participatifs au sein de cette idée. Un premier, le semestre citoyen, je vais y revenir dans quelques instants, mais rien n'empêche, à côté de quelque chose d'un peu formalisé, de dire, eh bien, un petit peu comme dans les festivals de musique, on peut imaginer des événements un peu parallèles, et c'est ce qui était l'idée des GEOF, et là, rien n'empêcherait d'avoir un événement spécifique, par exemple, pour les citoyens européens, pour des citoyens non belges, dans certains quartiers, par exemple de la capitale ou ailleurs, et donc là, on voit qu'on a une certaine marge de manœuvre, et à côté de ce dispositif de GEOF, il y avait aussi le G-Home, et comme son nom l'entend un petit peu, ça se faisait un dispositif en ligne à la maison. Et là au-dessus, il y a moins de barrières d'une certaine façon, moins de frais à la participation de personnes qui n'auraient pas certaines caractéristiques, dont éventuellement la nationalité. Mais si on en revient maintenant sur ce qu'on verrait finalement comme le plus visible, et d'ailleurs c'était la photo que j'ai montrée en introduction, sur le sommet citoyen, l'idée était de réunir 1000 personnes. Dans les faits, elles ont été 704. On peut se demander en fait quelle était la place des personnes non belges. Et si on regarde la population dans son ensemble, en tout cas en 2011, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que 91% de la population, 90,4, a une nationalité belge, mais 4-5% une nationalité européenne et 3,6% extra-européenne. Et là, on voit qu'il y a un choix que les organisateurs peuvent faire, et comme ça a été dit, j'en fais partie, donc je suis à la fois jugé partie, mais de dire dans quelle mesure est-ce qu'au moment où on invite les participants, lorsqu'on fait pour le coup un tirage au sort, parce que c'est ce qui va permettre de toucher les personnes en ce compris celles qui ne voudraient pas venir, ou en tout cas qui ne se proposeraient pas d'elles-mêmes. Et il y a eu un choix qui a été fait au niveau du sommet citoyen du GMI de dire qu'il faudrait, dans les faits, qu'on ait en fait une même proportion des Belges et des non-Belges. Et on voit effectivement que sur les participants, on n'a rien plus, 0,4% plus de Belges, mais on voit aussi qu'on a des personnes d'une autre nationalité. Et donc là, c'est un élément qu'on peut garder à l'esprit, c'est de se dire, y compris dans un dispositif un peu formalisé de participation, on peut mettre en place des règles en disant, dans notre tirage au sort, on va vouloir s'assurer que des personnes non belges puissent en faire partie. Je vais y revenir évidemment, puisqu'il y a des leçons à tirer de ceci, mais il y avait une troisième phase au G1000, le panel citoyen du G32, et comme son nom l'indique, c'était 32 personnes qui étaient réunies pour aller plus loin. Le sommet citoyen, les GEOF, les GEOM, c'était une journée. C'est très bien parce qu'on peut faire un grand brainstorming avec une diversité de personnes, mais par contre, c'est moins bien parce qu'on ne sait pas aller en profondeur.
Or, dans un certain nombre de cas, on a envie d'aller plus loin, de proposer des recommandations qui sont vraiment bien élaborées. Le G32, c'était ça l'idée, de partir des grands enseignements du GMI, du sommet citoyen, pour, au cours de 3 week-ends, permettre à 32 personnes, donc un échantillon beaucoup plus petit d'une certaine façon, de pouvoir réfléchir. Et là-dedans, l'idée du panel citoyen du G32 était de permettre aux personnes qui avaient participé au sommet citoyen, au GEOF et au GMO, de participer à ça et sur base d'un autre tirage au sort d'être dedans. Et donc, dans les 32 personnes, dans mes souvenirs, mais je n'ai pas vérifié, on aurait pu imaginer des citoyens qui étaient non belges, mais il n'y en avait pas. Et donc là, on voit évidemment l'enjeu que si vous avez beaucoup d'invités, il y a plus de possibilités évidemment pour représenter des petits groupes de personnes. Dans un groupe plus petit, c'est parfois plus difficile, mais on va voir qu'on pourrait trouver des solutions par rapport à ça. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça? Et elles sont brèves. C'est d'abord de se dire que qui est-ce qui a été susceptible de dire oui à l'invitation du GMIL par tirage au sort. Donc, chaque personne qui faisait partie de la population, qu'elle soit belge ou non belge, avait la même chance d'être tirée au sort. C'était en fait par un tirage au sort par téléphone. Donc, il y avait une numération aléatoire d'un téléphone. Et donc, si un citoyen européen ou extra-européen avait un téléphone, il avait la même chance qu'un citoyen belge d'avoir pouvoir être contacté. Mais ce qu'on sait, c'est que l'information était important, puisque quelqu'un qui était au courant de ce qu'était le GMI avait 3 fois plus de chances de dire oui. Donc, ça veut dire que si on sait qu'on a un biais structurel parmi certains groupes, et notamment les non-belges, eh bien là, forcément, leur chance de pouvoir dire oui va être plus petite, même si, a priori, ils ont la même chance d'être tirés au sort. Donc, aussi important, c'est le sentiment qu'on qualifie d'efficacité politique à terme, c'est le sentiment que l'on est capable, qu'on est compétent de participer à quelque chose, à la vie politique. Et là aussi, si cette compétence-là est bien répartie au sein de la population belge et non belge, ça ne pose pas de difficulté. Mais si les citoyens qui ne sont pas belges s'estiment moins compétents politiquement que leurs concitoyens belges d'une certaine façon, là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à vérifier. Et bien évidemment, il y a un autre sentiment possible, c'est le sentiment que cela va faire bouger les choses. Et là aussi, il y a probablement à travailler en matière des citoyens non belges, c'est de se dire, est-ce que des citoyens non belges vont se dire que leur action dans leur pays d'accueil va avoir quelque chose à faire. Et donc là, ce n'est pas tellement leur responsabilité, mais c'est surtout la responsabilité des personnes qui commanditent, qui organisent, qui va être importante, évidemment, de dire, bah, si, ça va servir. Et justement, on souhaite aussi avoir des personnes qui ne sont pas belges. Ce qu'on doit aussi imaginer, et là c'est aussi une contrainte d'une certaine façon parce qu'on sait qu'il y a une plus grande mobilité au sein des citoyens européens, c'est qu'il y a un apprentissage dans le temps. Ces différents éléments-là, aussi bien d'information que les sentiments d'efficacité politique interne et externe, on peut imaginer que c'est parce qu'on est au courant, parce qu'on y participe une première fois, parce qu'on voit que ça se passe, qu'évidemment il y a un apprentissage qu'on aura davantage envie d'y aller. Ça, on voit que cet apprentissage dans le temps, peut-être qu'au niveau de certains groupes non belges, c'est plus difficile. Au final, et donc ça, c'est deux grandes leçons probablement qu'on peut tirer à ce stade-ci, avant de passer vers des dispositifs plus institutionnalisés, c'est qu'il y a clairement des biais structurels, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont plus susceptibles de ne pas répondre. Et là-dessus, il faut alors travailler, tout simplement. On doit travailler dans le cadre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a dit effectivement oui, je veux bien venir, de s'assurer qu'elle va rester présente dans le dispositif et qu'elle ne va pas en décrocher, qu'elle va se sentir à l'aise. C'est véritablement des mesures d'inclusion. Mais aussi, on doit réfléchir hors du cadre. Et dans le cadre du G1000, je parlais donc de ces 704 personnes qui étaient là, il faut savoir que 10% des sièges, donc des 1000 invitations si on veut, n'étaient pas tirés au sort, parce qu'on savait a priori que certaines personnes, certains groupes de personnes étaient beaucoup moins susceptibles de dire oui, et c'était en particulièrement le cas des personnes non belges, pas nécessairement européennes, mais simplement non belges. On savait que les personnes nouvellement arrivées ici avaient moins de chance, et dans ce cas-là, on a procédé à un recrutement ciblé au travers en fait d'associations sur le terrain qui, au lieu de dire bah, on va tirer au sort simplement, elles vont aller chercher des personnes qui étaient moins susceptibles de participer. Donc voilà une possibilité de travailler hors du cadre d'une certaine façon avec un recrutement ciblé. Et ce qui est aussi important, c'est d'avoir une diversité des voix, aussi bien au travers des personnes qui vont être rencontrées, des personnes ressources, des experts comme on les qualifie habituellement. Mais donc ça, c'est un élément qui est très important. Et si on estime sur une thématique que l'enjeu, la voix des personnes issues de l'immigration au sens large est importante, il faut pouvoir aller les chercher. Donc voilà pour une expérience qui date déjà de quelques années, mais qui a fait d'une certaine façon des émules et qui a inspiré d'autres expériences qui vont être différentes, mais qui vont être véritablement reprises alors par le système institutionnel, dans une certaine mesure du moins. Et là, ça devient intéressant parce que là, c'est les autorités elles-mêmes qui vont faire une série de choix. Dans le cadre du G1000, on voit bien que c'est les organisateurs qui font une série de choix, on les a compris. Lorsque les autorités le font, c'est évidemment différent, ça peut être davantage débattu, mais aussi ça aurait une portée plus importante.
Et là, je nous emmène alors, et à nouveau, je ne vais pas rester longtemps, vers la communauté germanophone, la plus petite entité du pays, donc avec ses 70 000 habitants, 70 000 habitants, mais c'est un territoire aussi grand que le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. C'est aussi un territoire, on le sait, qui a un pouvoir législatif, donc dans une série de matières, il a les mêmes pouvoirs que la Grande Flandre, la Wallonie, la région de Bruxelles-Capitale, donc c'est non négligeable. Et un dispositif en 2019 a fait l'objet d'un décret de dialogue citoyen permanent, et donc l'image ici est un peu grosse, et je vous la laisse regarder d'une certaine façon, et en fin d'exposé, je renverrai vers différentes références qui permettent de creuser un petit peu, mais l'idée est la suivante, c'est de dire, plutôt que de faire une participation one-shot, en un coup, on va mettre en place quelque chose de davantage permanent et qui va être symbolisé particulièrement par le Conseil citoyen, donc en haut à droite, de 24 personnes tirées au sort, des citoyens tirés au sort. Et ce Conseil citoyen, il va avoir une double mission. D'une part, de mettre à l'agenda une série de thématiques, après un appel public de proposition. Et là, on revoit que pour les citoyens qui ne sont non belges, il n'y a pas de contrainte, en fait, puisque n'importe qui pouvait, pour autant qu'il résidait en communauté germanophone, proposer une idée, mais même au-delà, d'une certaine façon, rien n'empêche, via des connaissances, de faire des idées. Donc ça, c'est une première mission de mise à l'agenda, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, de suivi, en fait, des propositions qui auraient été traitées alors par des assemblées citoyennes que le Conseil citoyen va mettre en place. Et là, l'enjeu, et j'ai malgré tout simplifié en mettant un petit élément en rouge ici, c'est de se dire, si on regarde par rapport au processus classique, électoral classique, on sait, qu'en communauté germanophone, mais c'est la même règle dans les autres entités fédérées et au niveau fédéral, que ce sont les résidents belges d'au moins 18 ans qui peuvent voter pour leurs représentants. Et donc là, on est bien au niveau communautaire régional, et donc ce serait différent si on était au niveau communal, puisqu'on sait que là, il y a une ouverture vers le droit de vote des personnes d'origine européenne. Ça veut dire 49 345 personnes. Le choix qui a été fait par le Parlement de la communauté germanophone, c'est de se dire, pour ce dispositif-ci, pour ce dialogue permanent, on souhaite avoir tout résident, et donc on voit que la mention belge a disparu, et d'ajouter, et je l'ai mis un peu moins important ici, puisque ce n'est pas l'objet, d'au moins 16 ans. Ce qui permet en fait d'agrandir en fait le démos, le corps des personnes potentiellement tirées au sort, de 49 000 et quelques, on passe à 64 000. Donc là-dedans, il y a notamment un grand nombre d'Allemands, au sens propre du terme, donc à côté des germanophones. Il faut savoir que dans certaines communes, notamment du nord de la communauté germanophone, il y a 50% de résidents qui sont allemands. Ça veut donc dire que ces personnes qui sont allemandes, de nationalité allemande, ne peuvent pas voter pour le Parlement de la communauté germanophone, mais par contre sont susceptibles d'être tirées au sort, tout comme les résidents belges, dans le processus de dialogue citoyen permanent. Et ça veut dire aussi, et ça, même si je n'ai pas les chiffres précis, il y avait effectivement plusieurs personnes de nationalité allemande qui ont fait partie de l'Assemblée citoyenne, de la première Assemblée citoyenne. Donc on voit vraiment là qu'il peut y avoir un choix institutionnel d'impliquer les résidents non seulement belges, mais aussi européens, et dans ce cas-ci, en fait, qui viennent de n'importe quel pays, puisqu'il suffisait d'être résident de la communauté germanophone. J'en arrive alors à un dispositif qui est plus proche géographiquement d'un certain nombre d'entre vous. Ce sont les commissions délibératives, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui ont été mises en place en 2019-2020, mais la première aura lieu au printemps 2021, si tout se passe bien. C'est aussi, et comme les trois petits points le laissent entendre, un dispositif qui a une vocation permanente, ou en tout cas jusqu'au moment où il est autorisé, ou où il n'est pas arrêté, il va continuer. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle du Parlement régional bruxellois, donc du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi, et là on rentre un peu dans l'architecture belge, mais je ne vais pas y rester longtemps, sur le Parlement francophone bruxellois. Pour les personnes, c'est la COCOF, dont on entend beaucoup parler en période Corona, d'une certaine façon aussi. C'est aussi le Parlement wallon. Qu'ont-ils décidé de faire, ces personnes-là, ces institutions-là? C'est de mettre en place un dispositif avec un appel permanent à proposition. Et là aussi, puisque c'est un appel à proposition, rien n'empêche que des personnes non belges puissent y participer, ou que des personnes qui ne font pas partie de la région, d'une des régions, y contribuent. Avec une sélection du thème par le bureau du Parlement, mais surtout, et c'est là l'originalité, c'est une commission parlementaire va être mise en place composé d'un quart d'élus, mais alors de trois quarts des citoyens. Et là, on voit bien le dispositif participatif, et la question qui nous occupe ce matin, c'est de se dire, est-ce que ces citoyens sont uniquement des Belges, ou est-ce qu'on peut avoir d'autres nationalités? Eh bien, la réponse était différente à Bruxelles, et donc dans les deux parlements bruxellois, que dans la disposition wallon. À Bruxelles, il était décidé, mais c'est aussi lié à la géographie, à la démographie de Bruxelles, que c'était évidemment tous les résidents de la région de Bruxelles-Capitale qui potentiellement pouvaient être tirés au sort, alors que la Wallonie a pris
un autre critère, celui d'être électeur pour le Parlement de Wallonie, pour le Parlement wallon. Et ça, on sait alors que, comment en communauté germanophone, on retourne alors sur les résidents uniquement belges de la Wallonie. Donc là, on voit qu'il y a un choix qui était différent. On verra dans les faits comment les choses vont se passer, évidemment, mais on voit bien que là, il y a un choix qui pouvait être fait de dire on inclut ou pas. Ensuite, ces personnes vont délibérer en commun, donc élus et citoyens tirés au sort, et finalement avec un vote et avec un suivi par la commission parlementaire. Donc, on parle véritablement d'un dispositif participatif, mais institutionnalisé, avec potentiellement un certain poids, et d'autant plus que les élus ici en font partie. Un jour peut-être, et ça ce sera aussi intéressant en lien avec la thématique du jour, ça pourrait être suivi d'une consultation populaire régionale, ce qui est potentiellement possible en Wallonie, puisque l'article, et à nouveau sans rentrer dans le jargon belge, de la Constitution a été mis en œuvre en Wallonie avec une possibilité de consultation populaire régionale, mais qui, dans l'état actuel des choses, ne permettrait qu'aux résidents belges de la Wallonie de voter à cette consultation populaire régionale, même si à partir de 16 ans, on devrait pouvoir le faire. Et donc là-dessus, la Wallonie était cohérente en disant que les commissions parlementaires ne vont être occupées que par des citoyens résidents belges, parce que d'une certaine façon, ceux qui pourraient voter sur une éventuelle consultation populaire ne peuvent de toute manière être que belges, mais là-dessus, on voit à nouveau que c'est un choix politique. J'en arrive peut-être à une avant-dernière slide pour montrer un petit peu ce qui se passerait, en fait, pour essayer de bien comprendre la logique. Et donc là, c'est plus le modèle bruxellois qui est mis en œuvre, même si la Wallonie sera assez similaire, sauf sur un élément qu'on a déjà décidé. C'est donc qu'à partir du moment où on va mettre en œuvre la thématique, il va falloir mettre en évidence cette commission délibérative, puisqu'on sait que la du GMIL va être très important. Et là-dessus, probablement qu'il y a un enjeu à Bruxelles d'aller chercher justement les citoyens qui ne sont pas belges, puisque quoi? Puisqu'ils vont être potentiellement tirés au sort, puisque ça va être un tirage au sort parmi les personnes inscrites au registre de la population, donc ça c'est les Belges, mais aussi au registre des étrangers. Et donc ça veut dire qu'un citoyen bruxellois, belge ou non belge, aura la même chance d'être tiré au sort, pour autant évidemment, effectivement, qu'il soit dans un de ces deux registres. Et donc là, on pourrait dire, il y a une série de personnes qui ne sont pas partie des registres, dans ce cas-là, effectivement, ils ne vont pas pouvoir être tirés au sort. Si l'objectif est d'aller les chercher, il faudra leur procéder avec un recrutement qui sera différent, un recrutement ciblé. Ensuite, il va falloir veiller, comme on l'a dit, à la promotion et l'inclusion, et en particulier de vérifier les taux de réponse. Et si on se rend compte, un petit peu comme on l'a évoqué plus tôt, que les citoyens européens ne se mobilisent pas pour participer et qu'on estime que c'est important, il va falloir aller les chercher davantage avec certains éléments sociodémographiques qu'on a vérifiés, parce qu'après, ce qu'on va faire là-dessus, ce sera un deuxième tirage au sort. Parmi toutes les personnes qui auront répondu positivement, et donc là, on sait qu'il y a des biais potentiels, eh bien, on va pouvoir faire un deuxième tirage au sort qui pourrait avoir cette variable belge et non belge, un peu à l'image du GMI d'une certaine façon, de dire on veut s'assurer que dans le panel, il y aura alors, par exemple, 10, 15, 20% en fonction de la proportion des citoyens non belges qui composent la région de Bruxelles-Capitale présents dans le deuxième tirage au sort. Et pour finir, il faut d'une certaine façon garder les personnes qui ne sont pas retenues au courant là-dedans. Et donc là aussi, ça renvoie d'une certaine façon aussi aux citoyens européens. Donc voilà un petit peu les différents éléments que j'avais à vous dire. Peut-être que vous recevrez les slides. Et donc, j'ai noté les différentes dispositions législatives en la matière, mais aussi quelques publications qui reviennent sur le dispositif. Mais je m'arrête ici et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions.